Alors, quand Naftali Tzvi Yehuda Berlin arrive dans la fameuse célèbre yeshiva de Volojine, il n'a que 13 ans, tout juste bar mitzvah. Et il est loin de prévoir qu'il va y rester à Volojine pendant 60 ans, jusqu'à sa fermeture. Naftali Tzvi Yehuda arrive à Volojine, pas uniquement pour trouver le cadre le plus célèbre de l'époque pour étudier la Torah, mais il avait été choisi, figurez-vous, par le Rosh Yeshiva lui-même, le recteur de la Yeshiva de Volojine, Rabbi Yitzhak de Volojine, qui avait fait le trajet jusqu'à Mir, là où il habitait, Naftali Tzvi Yehuda, la famille Berlin, pour pouvoir demander au père du natif, au père de Naftali Tzvi Yehuda, s'il voulait bien que son fils épouse sa fille à lui, sa propre fille, Rina Batia. Oui, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque, on arrangeait donc les mariages. Et si la famille Berlin avait été choisie par le Rosh Yeshiva, c'est parce que c'était une famille très connue au niveau de la tzedaka, au niveau de la sagesse, etc. Et donc, voilà, Naftali Tzvi, pourquoi pas, deviendrait le gendre du Rosh Yeshiva. C'est ce qui est arrivé, donc il arrive à Volojine. Et la vérité, c'est que Rabbi Yitzhak de Volojine avait également d'autres idées en tête. Il pensait que son gendre, le jeune Naftali Tzvi Yehuda, pourrait devenir lui-même le Rosh Yeshiva, lorsque le temps viendra. Sauf que c'était pas comme ça que ça s'est passé. Naftali Tzvi Yehuda, il avait beaucoup de mal à s'intégrer à cette yeshiva de Volojine, qui était très spéciale. C'était la plus connue d'Europe, en fait du monde. Elle a été créée sur les bases pédagogiques du Gaon de Vilna, qui est mort trop tôt pour pouvoir la mettre réellement en pratique, mais il y avait là-bas ce qu'on appelait la cour à Volojine. C'est-à-dire que ceux qui enseignaient le Rosh Yeshiva, la famille, les gendres, les femmes, les enfants, les petits-enfants, tout ça formait réellement une sorte de cour royale, finalement, où les hommes brillaient par leur intelligence et leur sagesse, et les femmes brillaient par leur intelligence également, par leur beauté, et par également leur manière fine de comprendre la psychologie des élèves. Il avait beaucoup de mal, en fait, Naftali, à se faire à cette ambiance un petit peu trop princière et royale. Lui qui, en fait, voulait éviter toute cette effervescence. Et donc, il se mettait de côté et puis là, il commençait à étudier. Il étudiait, mais alors, il se réfugiait dans l'étude de telle sorte qu'il est devenu réellement un pilier du Beth Midrash là-bas. C'est-à-dire, il étudiait du matin très tôt jusqu'au soir. On prétend, je ne sais pas si c'est vrai, que quelquefois, il mettait les pieds dans l'eau glacée pour éviter de s'endormir, de somnoler. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'une fois, pour faire une Havdalah, le Rosh Yeshiva, Rabbi Yitzhak, attendait son gendre et personne ne le trouvait. On l'a cherché un peu partout, on ne le trouvait pas. Et finalement, c'était Motzei Shabbat, c'était la fin du Shabbat, mais il était tellement absorbé dans ses études, dans ses livres, etc., qu'il avait oublié la Havdalah, il avait oublié la cérémonie, et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. C'est donc quelqu'un qui s'est consacré réellement à l'étude du matin jusqu'au soir, sans vraiment avoir beaucoup de succès. Comme il était discret et qu'il parlait pas beaucoup, on pensait pas que c'était une grande personnalité au niveau de la connaissance talmudique. C'est par hasard, une fois, lorsque le Rosh Yeshiva, son beau-père, est rentré dans sa chambre et qui était vide, il a trouvé sur le bureau des lettres qu'il échangeait avec un des grands sages de la génération, Rabbi David Luria, et il voit cet échange, il voit que les deux hommes s'estimaient énormément et que ce que écrivait Naftali Tzvi Yehuda, lui, en tant que connaisseur de Talmud qu'il était, et il trouvait que c'était des choses très profondes. Et à partir de ce jour, il commence à lui donner la possibilité de donner quelques cours à la yeshiva, et au fur et à mesure que le temps passe, il deviendra lui-même le Rosh Yeshiva de cette yeshiva la plus importante où des centaines d'étudiants habitaient là-bas. Vous connaissez certainement Chaim Nachman Bialik, qui a étudié là-bas et qui était l'un des préférés du natif. Il l'admirait beaucoup, surtout pour la connaissance qu'il avait de l'hébreu moderne. Chaque fois qu'un visiteur arrivait à Volojine et qui voulait lui montrer avec fierté qu'ici à Volojine on parlait bien l'ivrite, il appelait Chaim Nachman et il disait tiens, parle-lui en ivrite pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Et Chaim Nachman Bialik, et toute sa vie, est resté très proche de cette ambiance particulière qu'il y avait à Volojine, même si dans sa vie de tous les jours, il s'est éloigné de la pratique rituelle du judaïsme. Un autre étudiant de Volojine, qui était également très lié aux natifs, c'était le Rav Kook, le grand Rav Kook qui va devenir le grand rabbin d'Eretz Israël dans les années 20 à 30 du XXe siècle. En tout cas, à Volojine, Naftali Tzvi Yehuda fait des réformes dès qu'il devient Rosh Yeshiva. D'abord, il insiste sur l'étude du Chumash. Dans les yeshivot, on étudiait moins le Chumash, plus le Talmud. On continue évidemment à étudier le Talmud à Volojine, et bien sûr, c'était même l'occupation principale. Mais lui-même, le natif, faisait un cours de Chumash, un cours de Torah, tous les matins. Et c'est d'ailleurs de ce fameux cours de Chumash qu'est sorti son livre, un des livres les plus connus du natif, qui est ses commentaires sur la Torah, Ha'amek Davar. Et c'était une sorte de révolution dans le monde des yeshivot d'étudier également du Chumash et pas seulement du Talmud. Et puis il était ouvert et curieux, il recherchait les sources des enseignements.
ce qui était très rare pour des gens de son importance dans le monde de la Torah. Par exemple, on l'a vu aller jusqu'à Moscou pour essayer de rentrer à l'université, ce qu'il réussira à faire, pour essayer de trouver ce qu'on appelle les Kitveyad, c'est les manuscrits anciens, des textes, des Rishonim, des Géonim. C'est-à-dire qu'il voulait savoir à la source s'il n'y avait pas eu de déformation, etc. C'était quelqu'un qui adorait l'authenticité des textes et l'authenticité des sentiments. Et comme il était très ouvert à tout ce qui se passait, il lisait le journal juif le Shabbat. Quand on lui disait, enfin Shabbat, t'as pas autre chose à faire qu'à lire le journal, il disait que pour lui c'est son Onek Shabbat, c'est comme ça qu'il appréciait l'ambiance du Shabbat en essayant de voir qu'est-ce qui se passait dans le monde juif. Et évidemment, lorsque les pogroms, les fameux pogroms de 1881, après l'assassinat du Tsar, les pogroms qui ont suivi et qui ont martyrisé des communautés entières des Juifs de Russie et de la région là-bas, une des conséquences, ça a été un certain nombre de gens qui se sont réunis pour décider de partir en Eretz Israël. Il y a des gens qui ont décidé de rejoindre des mouvements de révolution en Russie même pour renverser le tsar. On appelait ça le Bund, les bundistes. Mais il y avait également ce qu'on va appeler plus tard les précurseurs du sionisme. C'est des gens qui disaient on n'arrivera jamais de toute façon à changer la Russie de l'intérieur, elle restera antisémite. Et donc la seule chose qu'il faut faire, c'est quitter la Russie. Et si les gens quittent la Russie, ne pas aller aux États-Unis comme auront fait la plupart des Juifs qui voulaient fuir les pogroms, mais pour partir en Eretz Israël, ne pas changer un exil pour un autre, mais le moment était venu finalement de revenir sur sa terre. Et donc se créent des cellules de gens qui commencent à discuter d'un retour. Finalement, ça se fait spontanément d'en bas, jusqu'au moment où il y a tellement de cellules qu'ils se disent on va faire un mouvement. Et donc ils se réunissent en 1884 à Katowice, et là on décide de créer un mouvement de retour en Israël, qui s'appellera Chibat Zion, les amants de Sion. Et dès que le Nativ apprend qu'il y a un mouvement qui se crée, un mouvement où il y avait là-bas des juifs laïcs, on dirait aujourd'hui, en tout cas des juifs assimilés, des juifs qui ont étudié dans les universités et qui se sont éloignés du chemin de la Torah, et il y avait également des grands rabbins qui étaient très impliqués dans le monde de la Torah. Eh bien, ces gens-là qui se sont retrouvés ensemble pour un même but, qui est le retour en Israël, ça a beaucoup ému le Nativ de Volojine. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'allait dire le Nativ. Est-ce qu'il allait prendre parti pour le mouvement ou au contraire, comme certains de ses collègues rabbins, montrer de la réserve parce qu'à la tête du mouvement, il y avait des gens qui étaient en fait laïcs, qui n'étaient pas respectueux de la Torah et des mitzvot. Donc tout le monde s'est tourné vers le Nativ pour savoir qu'est-ce que lui, le Rosh Yeshiva de la plus grande yeshiva d'Europe, qu'est-ce qu'il allait dire. Et le Nativ a écrit une grande lettre aux dirigeants du mouvement dès qu'il a pris son existence pour dire que non seulement il soutient, mais qu'il est prêt à faire partie de la direction du mouvement. Vous vous rendez compte l'impact que ça a eu sur les Juifs de Russie et sur les Juifs du monde entier. Le grand Nativ de Volojine fait partie du mouvement de Chibat Zion, des amants de Sion. Mais non seulement il a fait partie du mouvement, il a fait partie de la direction et il voulait savoir tout ce qui se passait. C'était pas juste une caution rabbinique à un mouvement qui n'était pas obligatoirement dirigé par des gens qui étaient tous respectueux de la Torah et des mitzvot, mais c'était quelqu'un qui voulait savoir ce qui se passait, quel terrain on avait acheté à Guédera, comment est-ce que les nouveaux juifs qui sont arrivés là-bas, les bilous, comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose au niveau matériel, au niveau spirituel, etc. Très impliqué dans tout ce qui concerne Chibat Zion. Jusqu'à sa mort en fait, jusqu'à sa mort. On raconte que lorsque la yeshiva a été obligée de fermer, pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas raconter ici, ça serait un petit peu trop long, mais lorsque la yeshiva a été obligée de fermer, le Nativ n'avait plus qu'une idée en tête, partir lui aussi en Israël pour pouvoir habiter là-bas, par l'amour qu'il avait du pays. Sauf qu'il était malade à ce moment-là, et donc il arrive à Varsovie, et à Varsovie, ses médecins lui disent « c'est pas le moment, il faut d'abord vous remettre de la maladie, et ensuite seulement quand vous vous sentirez mieux, vous pourrez faire ce voyage qui à l'époque n'était pas un voyage facile ». Sauf que malheureusement, il ne s'est pas vraiment remis, donc il est mort à Varsovie. Mais avant de mourir, pour lui faire plaisir, on lui a apporté une bouteille de vin qui venait de Rishon LeZion, qui est des toutes premières bouteilles de vin qui venaient d'Eretz Israël. Et les larmes aux yeux, le Nativ a fait non seulement la bracha, la bénédiction qu'on fait sur le vin, Boré Geffen, mais il a fait également la bracha de Shehrianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazvanazé, bénédiction qu'on fait dans des circonstances très particulières. On remercie Dieu d'avoir pu vivre jusqu'à ce moment-là. Et les larmes aux yeux, il dit, vous vous rendez pas compte, je suis en train de boire du vin qui a été fait par des mains juives qui ont cultivé la terre d'Israël, ce qui n'était pas arrivé depuis des centaines d'années, depuis plus que cela encore. Le Nativ de Volojine était un homme très particulier, très proche de ses élèves, très chaleureux, mais qui avait toujours le souci de l'authenticité. Il se moquait un petit peu de ce que les gens pouvaient dire sur lui, il prenait des positions qui étaient des positions pas simple, pas évidente à l'époque dans le milieu dans lequel il vivait, mais pour lui, l'essentiel, c'était d'être honnête avec soi-même et d'être droit, et c'est cette droiture et cette authenticité qu'il a transmis à tous ses élèves qui furent extrêmement nombreux. Le Nativ de Volojine, on l'appelle Nativ parce que ce sont les premières lettres de son nom, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin.
Natziv. Et en fait, Natziv, ça veut également dire commandeur, si vous voulez, homme stable, Netzivut, homme qui est stable. Et en effet, il inspirait cette forme de stabilité autour de lui. On pouvait se fier sur lui, une sorte de rocher comme ça qu'on ne pouvait pas réellement changer aussi facilement d'un endroit à un autre. Et c'est vrai que cet amour qu'il avait extrême de la Torah, du peuple juif et d'Eretz Israël, ont fait de lui ce qu'il est devenu, une personnalité hors du commun dans le monde de ces rabbins du XIXe siècle qui ont marqué toute une génération et même les générations qui vont suivre. Ces livres sont nombreux, sont étudiés dans les yeshivot les plus prestigieuses aujourd'hui en Israël ou ailleurs. En son honneur, un certain nombre d'endroits ont été créés, notamment le kibbutz de Ein HaNatziv dans la vallée de Beth Shean, qui porte le nom donc du Natziv. Un des fils du Natziv, qui s'appelle Rabbi Meir Berlin, qui a changé son nom en l'hébraïsant, comme c'était la mode à l'époque. Il s'est appelé Meir Bar-Ilan au lieu de Berlin, et c'est en son nom que l'université très connue aujourd'hui de Bar-Ilan existe près de Tel Aviv, à Ramat Gan. L'idée et la mémoire, le souvenir du Natziv et se perpétue donc aujourd'hui par un certain nombre de lieux qui existent en Eretz Israël. Nous lui devons énormément, et je vous invite à consulter ses écrits. Un livre en français est sorti sur le Natziv, sur ses idées, moins sur sa vie, mais sur ses idées en question. Ça vaut la peine de se plonger à l'intérieur. Il a des réflexions très particulières, très originales sur les versets de la Torah. Un grand amoureux du peuple juif, le Natziv de Volojine. À bientôt.